Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Dikankuru. Au menu de cette émission ce matin, des sujets pêle-mêle avec le procès Ivor et Madougou, deux opposants au régime de la rupture. Détenu depuis 8 mois, le professeur Joël Ivor était face au juge le lundi 6 décembre 2021 pour son procès. Un procès qui s'est déroulé à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme créée à Porto Novo. L'universitaire accusé pour blanchissement de capitaux et d'atteinte à la sûreté de l'État a été condamné à 10 ans de prison ferme et 46 millions d'amende. Quant à l'opposante Rikat Madougou, elle écope de 20 ans de prison et 50 millions d'amende. Quelle analyse pourrait-on faire de ce procès de ces deux personnalités du Bénin? Élément de réponse à suivre dans cette émission. Et pendant ce temps, c'est le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akoteyon, qui interdit au préfet du littoral, Alain Roula, de prendre un arrêté jusqu'à nouvel ordre. Cette interdiction, justement, a été décidée à l'occasion de la suspension de son arrêté portant réorganisation de la circulation des minibus, communément appelés Topa Topa, à l'intérieur de Cotonou. Une brouille entre les deux autorités. Elle seule pourrait nous en dire davantage. Et bien d'autres sujets viendront meubler cette émission. Et pour en parler, pour décrypter tous ces sujets justement, j'ai déjà sur ce plateau un journaliste, il n'est plus à présenter. Lui, c'est Lukman Ouroutiou. Lukman, bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à nos téléspectateurs. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Alors, je le disais à l'entame de cette émission, dans mon introduction, je le disais, le procès Ivor et Madougou s'est ouvert à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à Porto Novo. Et au cours de ce procès, les deux opposants farouches au régime de la rupture ont été condamnés, l'autre à 10 ans de prison ferme avec une amende de 45 millions. Et Madougou, quant à elle, elle écope de 20 ans de prison avec une amende de 50 millions. D'abord, ce procès, quand vous l'avez suivi justement de long en large, quelle est cette lecture justement que vous faites de ce procès qui a vraiment tenu en haleine le peuple béninois? C'est un procès qui passionnait, qui a intéressé beaucoup de citoyens, aussi bien à l'intérieur du Bénin qu'à l'extérieur. Beaucoup en tout cas étaient scotchés pour savoir l'issue de ce procès. Un peu comme beaucoup de personnes, je suis resté un peu avec beaucoup d'ombre, beaucoup de zones d'ombre, parce que beaucoup de questionnements justement sur la question de ces procès, ces condamnations. Il faut le dire, c'est d'abord parti du premier, le professeur Joël Ivor, qui est condamné à 10 ans, plus une amende de 45 millions de francs CFA pour des affaires, a-t-on dit, une atteinte à la sûreté de l'État, et ensuite blanchiment de capitaux. Bon, j'ai suivi un peu le film, enfin à distance, ce qui nous a été rapporté. On s'en tient à cela pour dire que quelque part je me suis dit ça semble un peu partie des suspicions, des soupçons, de complotisme pour en arriver d'abord à cette arrestation, ensuite à ce procès qui décide désormais de maintenir en détention le professeur Joël Ivor, qui, il faut le dire, a déjà fait 8 mois à la prison civile de Cotonou. Maintenant, quand on dit qu'on devait faire un coup d'État, parce que quand on parle d'une atteinte à la sûreté de l'État, ça implique en d'autres termes, c'est un coup d'État. Un pistolet qu'on aurait remis à un militaire. Voilà, je me dis, est-ce qu'un coup d'État se mène, peut être mené par un individu ou un groupuscule? C'est assez minime pour, en tout cas personnellement, je me dis, un coup d'État, c'est une junte. Une junte, ça doit aller, à mon sens, au-delà d'un seul individu. Maintenant, qu'à cela ne tienne, voilà, les 10 ans, bon, sans doute qu'on en parlera, c'est une peine, à mon sens. Le professeur
doit avoir 47 ans. 47 ans, plus 10 ans, ça fait 57 ans dans sa vie. Et encore que rien ne dit que personne peut présager, en tout cas, quelqu'un peut présager de ce qui pourrait arriver les heures, les jours à venir. Donc, c'est dit que ce n'est pas facile. Un professeur de ce rang, derrière les barreaux, je pense que ça c'est mon opinion, que de telles sommités, de telles éminentes personnalités, le Bénin en a besoin, et au-delà même du Bénin, c'est l'Afrique qui en a besoin. Et bon, partie d'une candidature, ça me paraît, on ne peut pas dissocier, en fait, ça c'est mon opinion, la politique parce qu'on est parti du terrain politique pour aboutir à un champ judiciaire, politico-judiciaire. Bon, les deux, visiblement, le terrain semble un peu balisé pour qu'on y voit des ficelles politiques. De là, on est passé à un autre procès, ce qui était prévisible, Madougou. Avant d'en arriver sur le procès de Madougou, Oui. les accusés, au cours de la déposition, quand même reconnu les faits devant la cour, mais ont demandé la clémence de la cour pour quand même ont demandé pardon. Est-ce que vous ne voyez pas que cette condamnation quand même tient la route parce que les accusés reconnaissent les faits, mais qui demandent la clémence de la cour? Si vous parlez des accusés, il n'y a que des accusés, parce que le professeur Joël Aïvo également est un accusé. Voilà. En aucun cas, à aucun moment, je n'ai pas suivi les déclarations du professeur dit avoir reconnu les faits qui lui sont reprochés, parce que c'est le principal mis en cause dans cette affaire d'atteinte à la sûreté de l'État, ensuite blanchiment de capitaux. Bon, maintenant, quant aux autres, quant à ces co-accusés, il faut relever que son comptable a été relâché au bénéfice de doute. Quant aux deux autres qui sont en détention, qui occupent la même peine que lui, que le professeur, je veux dire, bon, s'ils reconnaissent avoir effectivement fomenté un complot pour un coup d'État, vous savez, pour des affaires de justice, il faut parfois être prudent dans l'analyse, et ça m'empêche d'aller véritablement dans le fond, parce qu'il faut des hommes de droit pour véritablement élucider. Et d'ailleurs, quand vous écoutez la partie de la défense et aussi la partie civile, l'on se rend compte que bon, il y a une sorte je dirais, de confrontation des arguments, et quand vous écoutez les uns et les autres, quelque part, ça ne manque pas de pertinence quant à ce que vous dites de la logique dans les déclarations, mais dans le même temps, il ne faut pas dissocier, comme je le disais, l'aspect politique qui quand même devait... Parce que c'est une première qu'on parle d'une élection présidentielle et qu'on aboutisse à ces procès. Parce que sans doute, il y a d'autres qui sont détenus. Il n'y a pas que ces figures. Certes, c'est des figures emblématiques de la classe politique, notamment de l'opposition, mais il y en a encore qui sont détenus, qui sont derrière les barreaux, qui sont également impliqués dans ces situations de violence électorale que le Bénin a connues, sans oublier le fait qu'on avait déjà connu en 2019 de pareilles situations. Et ensuite, voilà, il y a eu une amnistie qui est intervenue. Et bon, c'est dit que l'aspect politique, à mon sens, n'est pas dissocié de ces différents procès que notre pays a connus, sans doute connaîtra, parce que c'est vrai, les avocats sont restés un peu dubitatifs, n'ont pas dit clairement s'ils vont faire appel pour le second, pour le second degré. Bon, on attend de voir, sans doute, parce que j'ai suivi les différentes réactions. Eh bien,
ils aviseront, ont-ils dit, mais on attend véritablement de voir ce qu'il en sera. Voilà. Parlant du procès Madougou, il lui est reproché, le financement du terrorisme dans le cadre de la présidentielle de 2021. Elle également, à l'issue de son procès hier, elle écope de 20 ans de prison et de 45 millions et de 50 millions d'amende. À ce niveau également, quelle analyse faites-vous de tout ce qui a été le film des dispositions qui ont été faites à la Cour ce vendredi? Bon, voilà encore un procès qui était déjà, dont la sentence était déjà connu même, si on pas peut le connu, dire. Mais il y avait quand même cette tendance à déjà tirer les conclusions dans l'opinion, parce que le procès de son compagnon de lutte, parce que tous se réclament compagnons, défenseurs des acquis démocratiques, voilà. Le professeur qui a écopé de 10 ans, et beaucoup faisaient déjà des spéculations et présageaient même que s'il y avait une peine maximale, Rekia Madougou prendrait, voilà, écoperait donc de cette peine. Mais visiblement, ces soupçons viennent d'être confirmés par la CRIET, qui a décidé de condamner Rekia Madougou, candidate recalée du parti Les Démocrates, il faut le préciser, un parti qui se réclame de l'opposition, et une opposition, je dirais, radicale, parce que compte tenu de la configuration de la classe politique actuellement, depuis même 2017 et à la création, à la mise sur le fonds baptismaux de ce parti, après donc l'éclatement du parti Foscori pour un Bénin émergent, qui est également d'un parti qui est également de l'opposition. Ensuite, on a vu beaucoup d'autres partis qui se réclament de l'opposition. Donc, les démocrates me paraissent un parti radical. Et donc, du coup, cette candidate, la candidature portée par ce parti, à la personne de Rekia Madougou, personnellement, j'ai la même lecture que celle que je viens de faire de Joël Aïvo quant à la non-dissociation des faits politiques de ce procès. Parce que, figurez-vous, si on doit véritablement parler du respect des textes, parce que n'oubliez pas que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en Tanzanie avait déjà pris certaines dispositions pour demander au Bénin de revoir sa position par rapport à cette élection présidentielle, donc à ne pas aller avec la loi fondamentale la Constitution qui a été révisée en novembre 2019, et qu'il fallait aller avec la Constitution de 1990, ce qui implique qu'il devait avoir ouverture des élections, il ne devait pas avoir de parrainage, parce que c'est véritablement le verrou qui a été querellé, et nous en sommes là. Les déclarations également à ce niveau, Rekia Madougou, qui est aussi cité dans ce qu'ils ont appelé association de malfaiteurs. Voilà, justement. Voulait attenter à la vie d'une personnalité de Parakou. Voilà. Des déclarations, les uns, certains en sont allés dans le sens de reconnaître les faits, d'autres par contre disent ne pas se retrouver, et la principale accusée dans cette affaire dit également ne pas se retrouver dans ce qui a été dit, parce que pour elle, la personnalité dont il était question était pour elle un proche, un frère. Voilà. La justice a décidé d'apprécier à son sens cette affaire et a infligé 20 ans de prison ferme et 50 millions de francs CFA d'amende. C'est quand même oui, c'est dur, mais c'était prévisible quand on se réfère au précédent
procès qui ont eu lieu à la Criette. D'ailleurs, le maître Baparapé disait que c'est une cour de 10 ans, 15 ans et 20 ans d'emprisonnement. Et visiblement, cela s'est encore confirmé hier. Et ça s'est confirmé. Bon, les bases sont jetées, sans doute qu'on en parlera. Est-ce que véritablement ces personnalités politiques vont purger leur peine? 20 ans, 10 ans, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas 10 jours, ce n'est pas 10 mois. Absolument, absolument. C'est des années. Et il leur reste encore beaucoup parce qu'ils n'ont pas encore fait un pas. C'est-à-dire, dans les 20 ans, ils n'ont pas encore purgé un an. On y a fait 2 jours déjà dans les 20 ans. Bon, Rekia, je crois c'est 9 mois qu'elle a déjà en détention. Et bon, elle n'a pas encore fermé un an. Vraiment. Pour commencer 2, 3, jusqu'à 20 ans, c'est pas une mince affaire. Et voir son âge actuel, plus les 20 ans, c'est vraiment un coup du poing également parce qu'on sait que cette dame, elle milite beaucoup pour le leadership féminin. Elle défend les droits de la femme. Aujourd'hui, sa carrière, est-ce qu'on pourrait dire que sa carrière prend ainsi un coup? Sa carrière pourrait prendre un coup si elle y reste en détention jusqu'à purger sa peine. Mais bon, vous savez, comme je l'ai dit, il y a des ficelles politiques qu'on ne peut pas écarter. Et donc, du coup, sans doute qu'il y aura des lobbies, des démarches dans le but d'assouplir. C'est vrai, c'est une affaire de justice, mais on dit la justice est indépendante du pouvoir public. On en saura davantage. Sans doute que c'est pourquoi il faut rester en arrière-plan pour laisser le jeu se dérouler, et que la justice condamne qui est à condamner, et que s'il doit y avoir des interventions politiques, voilà, pour sans doute ce que dira beaucoup mijotent, on parle de grâce présidentielle. Justement, je voulais en arriver là-bas. Est-ce que ces deux personnalités pourraient bénéficier dans les jours à venir d'une grâce présidentielle? Parce que on ne saurait occulter également cette rencontre entre le chef de l'État Patrice Talon et son successeur Boni Yayi, qui au cours des échanges, voilà, au des échanges, on parlait de la libération des détenus politiques et le retour des exilés politiques. Mais avec cette condamnation, est-ce qu'on pourrait dire que voilà, la démarche de Boni Yayi n'aurait pas porté ses fruits, parce que l'homme a demandé à ce que voilà, le chef de l'État puisse quand même libérer les exilés politiques. Et quand on parle d'exilés de détenus politiques, on pourrait quand même faire allusion à ces deux personnalités, mais aujourd'hui, qui retournent encore derrière les barreaux. Est-ce qu'on pourrait dire que la démarche de Boni Yayi n'aurait pas abouti? Pour apprécier le résultat ou les résultats de la démarche de Boni Yayi, il faut attendre encore. C'est ce que je suis en train de comprendre à travers les différents procès. N'oubliez pas qu'il y a eu certains détenus politiques qui ont été relâchés. On parle de troisième vague de détenus politiques relaxés. Sans doute que cette relaxation s'inscrit dans cette logique de la démarche de Boni Yayi. Absolument, de la démarche de Boni Yayi, qui est allé voir son successeur pour discuter de la question pour la décrispation de l'atmosphère politique, parce que avec tout ce que nous avons connu au Bénin, si encore il faut aller à des élections avec ce sentiment de guéguerre qui s'est installé, l'atmosphère tendue au niveau de la classe politique, beaucoup pourraient se dire, mais est-ce qu'on pourra réellement s'en sortir? Et donc, du coup, il faut apaiser la tension politique. Et quant à ces personnalités, ces figures de proue de l'opposition, Joël Aïvo, Rekia Madougou, ce que je suis en train de lire à travers les lignes, par ces procès, ces sentences de la Criette, je sens la position du chef de l'État qui veut rester à la touche, qu'on ne dise pas que voilà, c'est lui qui intervient pour que parce que si il intervenait,
au lendemain de cette rencontre et puis on assiste à la relaxation de ces personnalités, beaucoup pouvaient se poser mille et une questions. Finalement, c'est lui qui donne des ordres pour que des personnes soient interpellées et détenues dans nos maisons carcérales. Alors, le fait de laisser la justice donner ses sentences, moi je pense que le chef de l'État est resté un peu prudent pour laisser la justice, comme ils aiment le dire, les acteurs politiques de la mouvance aiment bien le dire, la justice, elle est indépendante. Il ne faut pas agir sur ce pouvoir pour obtenir les doléances d'une autre personnalité politique. Et donc pour moi, ce qui est dit, puisque vous l'avez évoqué, la grâce présidentielle, effectivement, elle peut intervenir parce que le chef de l'État, c'est un homme, c'est un Béninois. Et d'ailleurs, la démarche de Boni Yayi, comme vous le dites, si on n'obtenait pas la libération de ces personnalités, on dira que finalement, Boni Yayi a joué sa partition et que c'est le président Patrice Talon qui est resté réfractaire, qui n'a pas voulu faire des concessions pour que l'atmosphère politique soit décrispée. Donc, cela implique que le chef de l'État doit avoir un œil regardant, même si il y a des conditions, les hommes de droit vous le diront, il y a des conditions pour que un détenu puisse bénéficier de la grâce présidentielle du chef de l'État. Et il y a deux options, soit l'amnistie, et là, ça fait appel à l'implication de l'Assemblée nationale qui doit prendre une loi d'amnistie pour, ne serait-ce parce que quand les hommes de droit l'ont dit, les juristes le disent, quand il y a amnistie, c'est que ça balaie, ça efface. C'est comme si les fautes qui leur sont reprochées n'ont jamais existé. Or, la grâce présidentielle, la condamnation y est, mais on vous accorde le pardon de la République et puis vous bénéficiez de votre liberté et du coup, mais votre casier judiciaire reste entaché. Donc, alors, est-ce que des deux options, le chef de l'État voudra prendre une, un peu comme on l'a connu en 2019, après les législatives tumultueuses, est-ce qu'on aura, l'une des deux options, sans doute que le chef de l'État étant aussi un Béninois, pour qu'on ne dise pas que, oui, c'est lui qui n'a pas voulu faire des concessions et que, il peut-être, il regardera les Béninois pour finalement dire, il faut faire grâce, il faut le laisser bénéficier de la liberté, comme le réclament beaucoup de citoyens aussi bien au Bénin qu'à l'étranger. Voilà. En tout cas, on attend de voir la suite de ce dossier. Est-ce que ces personnalités vont bénéficier d'une grâce présidentielle? On attend de voir. Je le disais à l'entame de cette émission également, l'autre sujet, c'est l'interdiction du préfet du littoral, Alain Roulard, de prendre un arrêté jusqu'à nouvel ordre. Et cette interdiction, justement, a été décidée à l'occasion de la suspension de son arrêté portant réorganisation de la circulation des minibus à Cotonou, communément appelé Topa Topa. Cette décision également, vous l'avez lu, quand un ministre demande à son préfet de reporter sa décision, d'abord, en tant que journaliste, un préfet de son rang au rang là, on sait qu'il a occupé le ministère de la Communication aujourd'hui. Il y a également eu de bruit entre lui et les belles de nuit à Cotonou, toutes ces discussions. Aujourd'hui, c'est un arrêté qui est suspendu. Quelle lecture faites-vous également de cette décision du ministre de la décentralisation? La décision du ministre de la décentralisation, d'abord que pour moi, elle est tombée un peu, je me dis, est-ce que ce n'est pas une façon de jouer le pyromane pompier? Oui, je le dis parce que je me suis dit, voilà une décision d'abord qui a été annoncée, une décision préfectorale qui a été annoncée, qui a été ventilée sur les réseaux sociaux et qui est passée à la phase d'application.
un lundi, et puis on met en place un système, des éléments des forces de sécurité publiques, ce ne sont pas des forces privées, qui mettent à exécution une décision. Et ce n'est que 112 heures après que la décision du ministre tombe. Je me dis, bon, est-ce que quelque part, il n'y a pas eu cette volonté peut-être de s'essayer à la chose pour voir la réaction des populations pour qu'enfin revenir encore. Parce que regardez un peu ce qui s'est passé par la suite après cette décision du ministre Raphaël Akoteyong qui demande au préfet de rapporter son arrêté. Vous voyez un peu l'euphorie que cela a créé au sein de la population. Beaucoup sont même allés plus loin, à dire que voilà, Raphaël Akoteyong a vu juste et qu'il restaure la popularité du président Patrice Talon parce que évidemment, on voyait cette décision, on voyait Patrice Talon à travers cette décision du préfet qui est resté rigide parce que n'oubliez pas, il y a eu des décisions pareilles par le passé où les populations graissaient les dents, mais elles sont mises en application manu militari. Le cas d'espèce, cette décision du préfet, on sait que les Tokpa, le service, je dirais, social, absolument, aux usagers, pour les populations, les taxis civils à Cotonou, en dehors, parce qu'on a vu un peu qu'il y a les taxis de, comment vous les appelez, les taxis, voilà, j'y arrive, les taxis qui sont privilégiés. Ces véhicules qui sont privilégiés parce que ça donne une flotte assez mirobolante, ça enjolive la ville de Cotonou. Maintenant, le fait de retirer les Tokpa et les autres taxis, villes à Cotonou, je vois deux aspects importants à relever. Soit ces taxis rendent la ville impropre, il faut les écarter de la circulation parce que si c'est des questions d'accident, c'est vrai, c'est à prendre en considération. Mais il n'y a pas que ces taxis qui causent des accidents. Alors, si on écarte, on met ce volet de côté, il y a que, on peut également interpréter qu'il faut faire de la rentabilité pour les Bénin Taxi parce que en écartant les autres qui sont en concurrence avec eux, ça pourrait les profiter. Donc du coup, ça a créé un boom de remous au niveau des populations qui avaient déjà de la peine à joindre les deux bouts. Et donc le ministre, en revenant, a tapé du poing sur la table et même il s'est pas arrêté au rapportage de la décision, mais plutôt demande de ne plus, jusqu'à nouvel ordre. Pour moi, c'est une humiliation qu'a subi le préfet, une véritable débâcle, je dirais un véritable camouflet pour le préfet du littoral. Mais bon, ça peut être aussi un mouton sacrificiel. Quand on sait quand même que Modeste Oboula également a pris par là et quand on voit tout ce qui s'est passé également dans ce département du préfet, aujourd'hui c'est à là, comme on l'avait dit, est-ce que lui-même n'est pas sur les traces de Modeste Oboula? Sur les traces de Modeste Oboula, bon, vous savez, c'est une ville à la fois département. C'est un peu où il y a cette guéguerre d'attribution entre le maire et le préfet. Figurez-vous que le préfet du Borgou prend une décision pour dire, bon, écoutez, dans le département du Borgou, il n'y aura plus de taxis ville, ou alors si les taxis villes viennent, c'est qu'ils doivent avoir resté peut-être, je ne sais pas, à Bembereke, puisque Bembereke c'est toujours dans le Borgou. Voilà. On dit bon, ok, à Tchaoundou, voilà, vous arrêtez à Tchatchou. Vous voyez le véritable problème, c'est justement parce que c'est il y a cette guerre d'attribution des pouvoirs entre le préfet et le maire de la ville de Cotonou qui est en même temps département. D'accord. Cette émission se poursuit, mais
On tend déjà vers la fin. Pour finir, Lukman Wouroutcheou, c'est la fin d'année et cette période est souvent marquée par une insécurité grandiose, des cambriolages de ci par là. Quelles doivent être les dispositions qui doivent être prises par les populations pour quand même pour ne pas subir les désagréments qui au cours de cette période-là? Non, c'est simplement d'assurer soi-même sa propre sécurité. Assurer sa propre sécurité, pour moi, c'est ne pas détenir par devers soi de grosses sommes d'argent. Parce que quand vous détenez l'argent, qu'est-ce qui attire ces individus mal intentionnés? Ils sont à la quête du profit, bon, de façon malhonnête évidemment. Ils sont à la quête soit du bien matériel ou une somme d'argent pour également passer de bons moments de fête, malheureusement de façon malhonnête, parce que un citoyen s'échine de matin au soir pour joindre les deux bouts, pour également passer des moments festifs. Malheureusement, il y a de ces personnes qui vous suivent à la culotte et qui cherchent de failles pour vous déposséder de votre bien, pour se mesurer à vous, peut-être même plus que vous, dans les bars, dans des lieux de réjouissance, de loisirs. Voilà. Ce qu'il faut simplement dire, si vous avez une moto qui sans doute attire les attentions, c'est de prendre des dispositions pour sécuriser votre moyen de déplacement. Si vous avez votre maison où vous gardez des biens qui peuvent attirer l'attention de ces personnes mal intentionnées, c'est de prendre des dispositions de sécurité interne, peut-être aussi que la police disposition, je pense jusqu'ici elle joue son rôle, cette police républicaine qui de plus en plus multiplie des stratégies dans les quartiers, parce que le tout ne suffit pas de rester au niveau des carrefours. Les carrefours, d'accord, mais il n'y a pas que ces lieux d'insécurité, et mieux, on enregistre moins de cas d'insécurité dans ces lieux publics, parce que c'est au vu au-dessus de tout le monde. Mais là, ce qui doit intéresser normalement, c'est les quartiers. Aller au-delà de ces voies publiques, mais rentrer dans les quartiers pour véritablement déjouer, dissuader ces individus mal intentionnés qui troublent malheureusement la quiétude des populations. Pour finir, un mot sur la foire de Parakou qui revient de plus belle, qui reprend de plus belle après 2 éditions manquées en raison de la pandémie. La foire revient en force. Un mot par rapport à cet événement de fin d'année à Parakou? Oui, c'est je dirais, un double moment de fête pour les Paraquois, parce que les fêtes s'annoncent et avant, c'est qu'on vit déjà une période festive. Avant, c'est parce que vous faites un tour. Tout à l'heure, quand je venais au siège de Dabarou, j'ai pris par là pour contempler de loin. On sent qu'il y a de la réjouissance sur place, ce qui attire évidemment non seulement les Paraquois, mais aussi d'autres personnes, pas seulement béninois, mais venant de l'extérieur. Donc cela implique que véritablement c'est une période qui attire les citoyens. Maintenant, qu'est-ce que la commune gagne? Parce que c'est aussi ça. Il ne suffit pas de rassembler les forains, les faire venir sur place, d'accord, mais à la fin, parce que les éditions précédentes, ça a été un peu gardé secret à un moment donné pour qu'on n'ait pas eu une véritable réédition de comptes, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que la ville de Parakou a gagné. Je pense qu'on doit, les autorités, on doit exiger ça. Les citoyens doivent exiger ça des autorités qui l'organisent, pour que véritablement on puisse aller à une réédition de comptes pour savoir qu'est-ce que Parakou a gagné au-delà de ces moments attractifs de réjouissance qui rassemblent les Paraquois. Sans doute, je suis sûr que vous avez déjà pris par là. Ah oui, j'ai déjà pris par là, et quand on sait l'ambiance que nous retrouvons là-bas, c'est vraiment un plus pour Parakou. Quand on sait qu'on on manque des endroits de réjouissance, je pense que cette fois est une occasion pour les Paraquois justement de s'égayer, de se défouler
Et je pense que c'est vraiment une initiative à pérenniser et déjà un coup de chapeau au comité d'organisation qui vraiment a mis les petits pas dans l'écran pour la réussite de... Et pour la réussite, sans oublier que il y a à un moment donné, ça a été suspendu pour évidemment des raisons de pandémie de coronavirus. Voilà. Vivement que cette pandémie qui nous fait basculer vers Omicron soit véritablement boutée hors de nos frontières pour qu'on renoue définitivement avec les habitudes, les comportements habituels. Voilà. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est sans doute la fin de cette émission. Avec Lukman Ouroukiou, nous avons eu le temps de faire un tour d'horizon de l'actualité nationale avec justement ces procès que nous avons eu à vivre au niveau de la Criette, ce procès de Haïvo et de Madougou. Lukman Ouroukiou, c'était un plaisir pour moi de vous avoir sur le plateau et de discuter de ces sujets avec vous. Et je suis encore plus honoré, c'est un plaisir pour moi d'être invité. Voilà, merci chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de réalisation. Je vais nommer Sabio Adamou, je vais nommer Suzanne Yarou, je vais nommer Clarisse Oboni. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. Le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.